Bonsoir, merci d'être des nôtres. Face à l'actu, cette semaine va revenir évidemment sur la grande actualité, la rentrée scolaire 2020-2021, après près de 7 mois de vacances scolaires pour les jeunes, vacances académiques également, des vacances dues à la Covid 2019, vous le savez, mais fatalement, ou alors finalement, le gouvernement a décidé de la reprise des classes, c'était le 5 octobre, donc lundi dernier. On va en parler avec l'invité ce dimanche. Une rentrée à demi-teinte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et pourtant, beaucoup de voix se lèvent depuis pour demander aux parents de laisser les enfants retourner à l'école. Mais dans la foulée également, cette semaine, on a pu à nouveau observer les rues de Douala. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, le MRC allié demande aux Camerounais de descendre à la rue pour manifester et appeler au départ du président de la République si la crise dans les régions du Nord-Ouest et le code électoral ne sont évidemment revus. Pour cela donc, mardi dernier était le deuxième appel après la grande démonstration qui devait se faire le 22 septembre dernier. On va en parler avec l'invité également dans le cadre de cette émission. Deux autres actualités, une sportive avec les Lions indomptables qui reprennent les matchs amicaux. Cameroun-Japon, c'était un match nul, 0 but partout. Et puis, on va terminer l'émission avec ce petit hommage à l'endroit du bâtonnier, vous le savez, de l'ordre des avocats du Cameroun, maître Charles Tchakounté, qui nous a quittés cette semaine. L'invité de ce dimanche est Joshua aussi. Il est le premier vice-président du SDF, et je vais le rappeler, candidat pour ce parti à la dernière élection présidentielle 2018. Honorable député, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas superflu de le rappeler, vous avez été réélu lors des dernières élections législatives. Peut-être, on va commencer par là. Cette semaine, le gouvernement a, j'ai failli dire, célébré, ou le rappel tambour battant, que ça fait exactement 1 an. Il y a eu un grand dialogue national qui a eu lieu du côté de Yaoundé pour essayer de rapprocher les protagonistes de la crise anglophone. Un bilan qu'il estime positif au regard des mesures qui ont été prises, un nouveau code général de la décentralisation avec un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous, au SDF, dont on sait par exemple, vous étiez pour le fédéralisme, c'est du moins l'essentiel du projet que vous avez proposé au Camerounais lors de la présidentielle. 1 an plus tard, avec les mesures gouvernementales prises, les besoins se remettent sur le terrain et la situation actuelle, que dites-vous? Alors, avec votre permission, je vais déjà commencer par deux petites corrections sur votre introduction. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce ne sont pas les parents qui retiennent les enfants d'aller à l'école, mais c'est la situation qui complique le fait de pouvoir aller à l'école. Donc ce n'est pas une décision des enfants ou des parents de ne pas aller à l'école, ce sont les sécessionnistes qui ont fait un problème pendant 4 ans et qui ont, vous le savez peut-être pas, tué des enfants, des parents et des enseignants et brûlé des écoles pour que l'école n'ait pas lieu. Donc c'est pas comme si, parce qu'il est important, parce que un des plus gros problèmes avec ce conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est d'ailleurs ça se voit même à l'appellation, quand on l'appelle conflit du Nozo, ça pousse déjà à démontrer le fait que malheureusement, beaucoup de gens qui n'ont pas fréquenté ces régions-là ne comprennent pas le fond du problème. Parce que même l'appeler conflit du Nozo, c'est déjà stigmatiser le problème, c'est déjà d'une façon, une appellation péjorative pour faire en sorte que le conflit continue. Donc j'aimerais déjà dire ça. Je ne connais pas de parents qui n'aient pas envie d'envoyer leur propre progéniture à l'école. Donc c'est peut-être la première correction que j'apporte. Je vais passer les autres pour revenir à votre question. Fondamentalement, je dirais que le grand dialogue national n'a pas été convoqué, à mon sens, pour régler le problème du nord-ouest et du sud-ouest tel qu'il est aujourd'hui. Mais je pense qu'il a été convoqué parce qu'il y avait un impératif pour qu'il y ait une discussion nationale. Est-ce que cette discussion nationale a été à la hauteur des attentes du SDF? Je dirais d'entrée de jeu non, mais nous sommes un parti politique
présent. Nous sommes un parti politique social-démocrate, progressiste, républicain. Et à ce titre, nous ne pouvons pas tourner le dos à un dialogue, quel qu'il soit. Si aujourd'hui, les plus extrémistes des sécessionnistes, ou même les plus extrémistes de ceux qui sont sur la place dans le débat politique aujourd'hui, disent qu'écoutez, venez qu'on en parle, ou si nous on demande de parler avec eux et ils nous acceptent, on ira parler. Parce que c'est ça même la vocation des partis politiques, c'est de parlementer, c'est de discuter, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et c'est à ce titre qu'on est allé au dialogue. Si on devrait aller à 1000 dialogues, on irait. Parce que ce n'est que par le dialogue, c'est notre ADN en tant que social-démocrate, nous voulons passer par le dialogue pour régler les problèmes. Maintenant, si vous me demandez si le grand dialogue a pu trouver des solutions immédiates à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, je dirais non. Mais on ne l'attendait pas. On voulait pousser le débat dans la bonne direction. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? À mon humble avis, timidement. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Je dirais oui, mais il y a encore beaucoup à faire, il y a encore un long chemin à parcourir. Alors, mais je pense qu'il faut démontrer que de part et d'autre, les acteurs, les forces en présence, les penseurs, etc., ont la volonté d'aller dans ce sens-là. Et c'est ça notre démarche. Mais justement, dans le beaucoup à faire, vous dites l'effort majeur, c'est le gouvernement qui livrait davantage, ou alors ce sont les séparatistes. Le blocage aujourd'hui, à quel niveau? Tout le monde était d'accord qu'il fallait... Écoutez, déjà, le grand dialogue n'était pas là pour apporter la paix dans le nord-ouest et le sud. À mon humble avis, ça n'a jamais été présenté de cette façon-là. Des gens l'ont plus ou moins interprété comme étant cela, mais ce n'était pas une négociation, c'était un dialogue. Il faut faire la différence. Et dans ce dialogue, nous avons discuté. Chacun a mis ses points sur la table. Je vais vous prendre un sujet qui me concerne. J'ai eu l'honneur d'être choisi pour présider la commission en charge du multiculturalisme, du bilinguisme et autres. Et là, par exemple, un des débats que j'ai porté sur la place publique, c'est celui de choisir quelle sorte de bilinguisme nous avons. Nous ne l'avons jamais défini. Notre Constitution nous a tout simplement dit que nous avons l'anglais et le français comme langue officielle. Et dans ce sens, nous n'avons jamais donné la place à nos langues nationales, donc elles sont inconnues du dispositif institutionnel camerounais. Et en plus, si nous allons dans ces deux langues officielles, on n'a jamais défini si nous avons un bilinguisme intégral ou un bilinguisme géographique. C'est-à-dire que, puisqu'on s'accorde toujours de dire que nous sommes bilingues anglais-français comme le Canada. Au Canada, ils ont un bilinguisme géographique, c'est-à-dire au Québec, c'est le français, dans le Manitoba et d'autres, c'est l'anglais. Et donc, et c'est pas vice-versa, c'est-à-dire que si vous sortez du Québec, vous commencez à dialoguer en anglais, si vous entrez au Québec, vous commencez en français. Mais au Cameroun, d'après ce que nous avons vu et discuté et débattu au grand dialogue dans notre commission, nous nous sommes dit que les pères fondateurs de ce bilinguisme-là se sont dit que le bilinguisme s'impose à tous, de Kousseré jusqu'à Yokadouma, de Woum jusqu'à Mundemba, etc. Donc ce n'est pas un bilinguisme régionalisé, mais c'est un bilinguisme intégral. Alors, maintenant, pour aller un peu plus loin, parce qu'il faut mettre sur la table les débats que nous avons eus, parce qu'on nous prête des intentions qui ne sont pas celles qu'on a véritablement eues. Maintenant, il faut aller plus loin. Une fois qu'on a défini le genre de bilinguisme que nous avons, il faut encore définir, comment dirais-je, quelle est la partie de la République qui a l'obligation de ce bilinguisme. Est-ce que le bilinguisme, c'est du côté de l'administration ou c'est de l'usager? En français facile, est-ce que si j'entre demain dans un commissariat de police à Obala, parce que je viens de me faire agresser ou j'ai eu un accident, est-ce que je peux m'exprimer librement en anglais pour mettre ma plainte et je vais trouver un policier qui peut prendre ma plainte et la comprendre et la traiter? Ou est-ce que, parce que je suis camerounais et le policier me dit qu'il ne parle que français, pas francophone, qui ne parle que français, est-ce que j'ai l'obligation de faire ma plainte en français pour pouvoir... pour que justice soit rendue. Donc, c'est ça qu'il fallait définir. Donc, voilà les débats que nous avons eus. Et ces débats-là sont plus profonds qu'ils sont à la base de la crise que nous avons dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est indéniable, mais ils sont plus profonds
que les effets visibles aujourd'hui. Donc nous n'étions pas dans des pourparlers de paix, nous n'étions pas dans des négociations. Nous supposons, et je l'espère, que ces négociations tôt ou tard vont arriver, ces pourparlers vont arriver pour qu'on arrive à la paix, parce que la bataille qui est la mienne et celle de mon parti depuis plus de 4 ou 5 ans, c'est de faire en sorte que la violence cesse et que nous puissions apporter notre débat, nos différences sur une table de négociation. Mais pour ça, il faut que les deux parties acceptent d'arrêter cette violence. Justement, dans la poursuite de la violence, je demandais, à ce stade, si on dégageait les responsabilités, quels sont les efforts, quels sont les éléments, que faudrait-il davantage faire pour arrêter, pour arriver au moins à, je ne veux pas dire cesser le feu, pour reprendre le son ambiant? Vous savez, vous ne pouvez pas arriver, quand vous êtes dans une situation, à mon humble avis, quand vous êtes dans une situation de violence totale, comme c'est le cas dans le nord-ouest et le sud-est, parce que nous sommes en guerre, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne peut pas arriver à la paix sans compromis. Et il n'est pas question dans une situation de négociation, de discussion, de pourparlers, de poser les responsabilités comme si on était dans un palais de justice. Donc, si on pouvait régler ce problème avec l'armée et la justice, donc les forces de maintien de l'ordre et la justice, on l'aurait déjà réglé depuis. Force est de constater que nous avons des difficultés de le faire et beaucoup trop de personnes innocentes, y compris les éléments des forces de maintien de l'ordre, décèdent tous les jours. Donc il faudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on prenne un pas de recul. Ce conflit nous coûte beaucoup trop cher, les investisseurs n'arrivent plus. Il commence à rendre ce pays infréquentable. Je suis fondamentalement contre la partition de ce pays, mais des gens ont pris des armes contre leurs frères pour... Moi, humblement ou pragmatiquement, je crois que c'est la malgouvernance qui a eu une autre réponse que celle qui est la nôtre dans l'opposition. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que ce pays est tellement mal gouverné que ça ne sert plus à rien d'y rester. Créons notre pays parce que vraiment, ça fait 30 ans qu'on essaye de changer les choses, ça ne change pas. Mais tout ça, on peut parler. Même quand il y a mort d'homme, on peut parler. On a la capacité en tant qu'humain de pouvoir être au-dessus de nos différences et de pouvoir avancer. Donc il faut mettre toutes ces forces positives là sur la table et avancer. Mais maintenant, pour que ça arrive, il faut que les deux parties commencent à avoir un début de discussion dans ce sens-là. Et à mon humble avis, c'est ce que, par exemple, les négociateurs du Humanitarian Center, donc du HD des Suisses, de la Croix-Rouge, essayent de faire. Et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose de louable, parce qu'il faut qu'on arrive à parler. Maintenant, à la fin des discussions, il peut y avoir des points sur lesquels on ne s'accorde pas et on dit tous ceux qui ont fait couler le sang iront en prison. Ça peut faire partie de la discussion. Et que tous ceux soient tenus responsables et qu'on les enferme. Ils sont peut-être même prêts à aller en prison, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas continuer à rendre une partie du pays invivable, tuer des innocents, faire en sorte que des centaines de milliers de personnes sont déplacées, ne vont plus à l'école, et faire comme si de rien n'était. Justement, quels seraient les éléments de ce compromis-là, à ce stade? Je veux dire qu'aujourd'hui, les partis... Je ne fais pas partie des... si vous avez des propositions, évidemment. Je ne fais pas partie des belligérants. Il y a le gouvernement de Yaoundé, ou le régime de Yaoundé, mieux parlé, qui s'oppose violemment à des sécessionnistes qui ont pris des armes. Avant de prendre des armes, il y a eu des problèmes. Si vous n'avez pas réglé le problème, le premier problème, c'est comme une bagarre. Pour ramener ça à ce que nous vivons, au fait, ce que le commun vit. Le prétexte au départ, c'était les questions éducatives, les questions de loi. Non, quand vous appelez ça un prétexte, vous êtes injurieux. Non, pourquoi? Parce que ce n'est pas un prétexte, c'est un fait. Non, j'ai dit les revendications au départ. Vous avez dit les prétextes. Et donc, si vous dites les prétextes, je vous dis c'est injurieux. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Bien sûr. C'est injurieux. Il y a eu des problèmes fondamentaux qui n'ont pas été adressés à temps. Et ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils datent de plus de 30 ans, 40 ans. Donc ça fait plus de 40 ans, même dans la féroce
répression du régime d'Aïdjo, ces problèmes ont tout le temps, sont surmontés tout le temps et ont été posés par des leaders de l'époque. Donc il faut qu'on apprend, c'est-à-dire, en fait, fondamentalement, ce que je veux juste dire, c'est que ne faisons pas comme si c'est en 2016 qu'il y a eu un problème ou en 2017. Non, il y a eu un problème depuis toujours. Il y a des avocats qui ont pris sur eux de ne pas accepter une certaine situation. Je ne veux pas entrer dans les détails, vous les savez, je crois que les téléspectateurs aussi, où des gens ont été condamnés parce qu'ils ne parlaient pas français dans un tribunal dans le Nord-Ouest. Maintenant, on peut en débattre. Encore une fois, on revient sur ce que j'ai dit au grand dialogue. Est-ce que c'est l'obligation de l'usager d'être bilingue ou c'est l'obligation du juge? Nulle part on l'a défini. Donc, il faudrait peut-être le définir tôt ou tard. Mais finalement, ça, c'était peut-être les éléments qui ont déclenché une frustration profonde qui existait depuis toujours. Et cette frustration profonde a été entretenue par la mauvaise gouvernance du régime de Yaoundé contre tous les Camerounais et pas que ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et ce que ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ou de cette origine ont en commun, c'est qu'ils ont vécu, ils ont une expérience de la indirect rule. La indirect rule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais ou les populations locales, si vous préférez, de ces régions-là, au moment du colonialisme, c'était eux qui dirigeaient. C'était eux qui dirigeaient. Et c'est pour ça qu'il y a eu 4 élections démocratiques que les gens ont vécues sans que qui que ce soit n'ait refusé la victoire de l'autre. Et il y a eu un gouvernement, il y a eu les Anglais ont délégué le pouvoir aux Camerounais de souche qui étaient avant l'indépendance, qui ont exercé ce pouvoir-là, et ils l'ont exercé sans contrainte. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'indirect rule. Et de l'autre côté, malheureusement, le colon français a dicté sa loi avec la peur du gendarme. Et j'en veux pour preuve la répression violente et même le génocide des Camerounais qui appartenaient de près ou de loin à l'UPC ou qui avaient une tendance à soutenir l'indépendance du Cameroun et la liberté du Cameroun. Et donc, ces deux cultures et ces deux philosophies, aujourd'hui, plus ou moins, ont 2 approches complètement différentes à la malgouvernance que nous vivons. Et c'est pour cela que peut-être ici on essaye de trouver, donc je dis ici, Douala, Yaoundé, Garoua, etc. On essaye de trouver des solutions pacifiques, mais de l'autre côté, on a dit trop c'est trop et on arrête. Et je pense que nous avons la responsabilité. Quand je dis nous, Camerounais, le gouvernement camerounais, tout le monde, c'est notre gouvernement. Hein. Nous ne sommes pas dans une colonie. Nous avons la responsabilité de s'asseoir à table et de discuter pour sortir de ce problème-là. Et je pense que nous ne sortirons que beaucoup plus grand si nous pensons que nous pouvons sortir victorieux avec les armes, nous perdons notre temps. Absolument. Il faut trouver un compromis. Vous le savez, l'émission, c'est également quelques reportages qui reviennent évidemment sur ce que la rédaction de STV a essayé de couvrir comme actualité dans la semaine. Et ces 2 premiers reportages, on va les suivre de façon alternée. On prend le premier dans le département du Ndian. On va aller voir comment est-ce que là-bas les autorités ont essayé de mobiliser, de sensibiliser pour une reprise à l'école, encourager les parents. C'était à l'initiative du député Gérard Galan qui a été pour la... C'est pas dans le Ndian. C'est dans la Ndonga Mantoun. Ndonga Mantoun. Dans la Ndonga. Si c'est Gérard Ngala, c'est dans la Diane, c'est Bakassi. Donc c'est Gérard Ngala, c'est Ndonga Mantoun. Alors je tirerai les oreilles à Peter Saucier qui nous propose ce reportage. Si c'est Gérard Ngala. Non, c'est bien Gérard Ngala. Voilà. Merci. Reportage. You were the first, so you merit this back. Wow, clap, please clap. Nkambe and the entire Donga Mantung division of the Northwest region remain the glaring example of school resumption in the Northwest and Southwest regions October 5. Accompanied by the mayor and administrative authorities, the Member of Parliament for the constituency has empowered pupils and students for the 2020-2021 school year. Today to tell you that you have to remain steadfast as you started today. Remain, nobody to stop you from coming to school. Like the mayor said,
If anybody attempts to tell the person, I just want to study, I'm not part of the problem. I just want to study. Just allow me to study. But the state has taken measures so that you remain safe and study. So now it depends on you. Tell your friends who are at home. If you stay at home, you become useless tomorrow. There is no way you can be a big person tomorrow without going to school. It was a similar atmosphere in Jan Division of the Southwest region, where the senior divisional officer and his entourage visited some schools. He is satisfied with the conduct of the school takeoff in Mundemba and other parts of the division. Not only are students in their classes, but some head teachers, principals are also doing what they are supposed to do. We also recognize that the last academic year, 2019-2020, was a remarkable one for Ndian Division. Students performed extremely excellent. In Government School Mbonge in Meme Division, 20 pupils answered present on day one of the 2020-2021 academic year. The teachers are determined to brave the odds. They have recorded a very poor start. Nevertheless, the few who have come, we have started fully. As you can see from the other videos, they are already in class. Learning has started effectively. And as I've started today, forward always, backward never. Day one of the academic year was also marked by ghost towns in some parts of the two English-speaking regions, but the situation has improved Tuesday. Authorities continue to urge parents to send their children to school. You want to go to school? Yes! Will you go back to the farms again? No! Associé nous a effectivement proposé ce reportage, une forme de cartographie de la rentrée dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, petite mouture, pour qu'on en ait évidemment un aperçu. Ça vous inspire? Oui, je suis heureux de voir qu'il y a un début pour l'école. Je sais que c'est très très difficile. Bien sûr, il y a des, entre guillemets, success stories, mais il y a beaucoup de problèmes encore. Et je pense que le problème essentiel, c'est de savoir qu'il y a au moins 160 à 200 000 Camerounais qui sont encore réfugiés au Nigeria. Il faut absolument mettre sur pied un programme pour les ramener, pour les rapatrier, pour les sécuriser. Et puis il y a, d'après les Nations Unies, entre 650 et 800 000 personnes déplacées. Et quand on compte les personnes déplacées, on ne pense pas à ceux qui habitent ou qui sont venus habiter auprès de leur famille dans les zones, les petites zones de sécurité qui nous restent entre Douala et Yaoundé. On voit que la situation est quand même grave. Donc je pense que le plus important, c'est peut-être d'apporter notre solidarité nationale auprès de tous ces déplacés-là, auprès des réfugiés, et puis d'accélérer le programme de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, et aussi de l'extrême nord, qui finalement a été mis sur pied par le président de la République, pour essayer de faire en sorte que notre contrat social, notre contrat, notre nation, notre comment dirais-je, ce qui nous lie, se remette graduellement en place. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que dans cet état de guerre, dans cet état de violence, que ce soit à l'extrême nord, que ce soit au nord-ouest et au sud-ouest, il n'y a plus rien qui lie ces personnes-là plus que... En fait, il n'y a plus rien qui les lie à la nation. Donc, ils se sentent abandonnés. Donc, il y a un grand effort de solidarité nationale à faire. On peut néanmoins se satisfaire tout au moins, si on je l'ai dit, je suis satisfait. Je veux dire, si on satisfait. peut se le permettre, de cet appel de certains sécessionnistes au retour à l'école, donc à la paix. Je ne pense pas ils sont de bonne foi. Ils ont demandé un retour à l'école parce qu'ils sont dos au mur. Mais rappelez-vous, leur retour à l'école était conditionné avec le fait qu'il faut chanter l'hymne ambazonien, etc. Donc oui, c'est tout simplement pour dire ce que j'ai déjà dit avant. C'est-à-dire que même ceux que vous taxez de terroristes peuvent discuter et dialoguer et peuvent à un moment donné entendre raison. Donc il faut le comprendre de cette façon-là. Maintenant, je n'irai pas les féliciter. Ça fait 4 ans que nos enfants, ce sont nos enfants, ne vont pas à l'école. C'est catastrophique. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui près de 800 000 Camerounaises et Camerounais qui ne pourront même pas participer à l'état actuel
aux concours qui sont limités par l'âge, etc. Parce que, figurez-vous, que dans le nord et sur le sud-ouest, l'école reprend aujourd'hui. Ça veut dire que les enfants qui étaient à la CIL à 5 ans ont 9 ans aujourd'hui et reprennent la CIL. Donc ça veut dire qu'ils auront, ils ou elles auront, je ne sais pas moi, 15-16 ans quand ils iront. Donc c'est une situation catastrophique. Et il faut, moi j'ai demandé par exemple, et je profite de vos antennes pour le dire, il faut un programme spécial, il faut accélérer, il faut essayer de rattraper ces 4 années, c'est-à-dire même si c'est 2 ou 3 ans, si on peut doubler le nombre d'enseignants, si on peut doubler le nombre d'heures de cours de ces enfants pour essayer d'aller un peu plus vite pour rattraper le temps perdu, ces enfants n'y peuvent rien. Ils ont subi les conséquences d'une mauvaise gouvernance, qu'on le veuille ou pas. Quand un pays est bien gouverné, il n'y a pas de sécession, il n'y a pas de guerre civile, c'est la mauvaise gouvernance qui cause tout cela. Et donc, ces enfants ne doivent pas payer le prix de cette mauvaise gouvernance. Ces enfants ne doivent pas payer le prix de tout ce qui se passe à Yaoundé. Et donc nous avons une responsabilité nationale de venir à leur secours et de donner les moyens pour rattraper tout ce temps perdu. D'accord. Deuxième reportage, on va regarder la rentrée scolaire de ce côté du pays, dans les zones plus ou moins, du moins, en paix. On va aller dans les rues de Douala pour voir cette rentrée scolaire qui s'est faite sous fond de Covid. Suivez ce reportage. L'information est bien mentionnée sur ce tableau malgré quelques erreurs. Tous les enfants sont appelés à se laver les mains avec de l'eau et du savon devant la salle de classe et à porter les cache-nez avant d'entrer en classe. Fin de citation. Seulement, le seau à robinet est bien en place, mais pas de savon devant cette salle de classe de cette école primaire basée à Douala. En ce 5 octobre, jour de la rentrée scolaire, les mesures barrières ne sont pas véritablement respectées dans cet établissement, notamment la distanciation sociale entre les élèves et même entre élèves et enseignants. Dans cette autre salle de classe, enseignante cherche élèves. Il y a eu 2 inscrits, mais ils ont répondu à venir ensemble et d'autres continuent à venir inscrits ce matin. S'il n'avait pas de travail, il ne serait pas là. Pour ce premier jour de classe, le programme est déjà arrêté. Je vais commencer par l'éducation morale. Oui, c'est la première leçon du jour pour donner certaines règles à respecter aux enfants. Oui, nous avons aussi voulu parler du Covid, puisque c'est la pandémie de l'heure, les expliquer les mesures barrières. Autre lieu, autre ambiance. Ici au lycée bilingue de Daïdo, la direction met l'accent sur le respect des mesures barrières en ce premier jour de classe. Prise de température au portail, lavage des mains avec de l'eau et du savon et parfois sans le savon, respect du port du cache-nez. Nous leur avons demandé de respecter toutes les mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains, le port du masque, la distanciation, parce que c'est tout ça c'est à cause de tout ça qu'ils resteront en santé. Et la santé, c'est la vie. Et ils ne peuvent pas bien travailler à l'école sinon pas la santé. Toutes les classes seront là aujourd'hui, donc le premier cycle qui vient de commencer et dans l'après-midi à 12h30, nous allons recevoir le second cycle. Il y a des enseignants qui viendront le matin, qui vont enseigner le premier cycle et ceux qui viendront dans l'après-midi. Ce qui est sûr, c'est que nous avons évité de faire que l'enseignant qui vient le matin passe toute la journée au lycée parce qu'il serait très difficile de le faire ainsi. Fini les vacances, les élèves ont donc repris les classes. En ce premier jour, certains ont encore du mal à trouver leur salle de classe. Les classes ont commencé, mais je suis perdue parmi les classes parce que toutes les classes, on a bouleversé, c'est un peu. J'ai perdu. Voilà, rentrée scolaire donc. Joshua aussi, évidemment, une rentrée marquée par cette Covid. Ça permet de faire un peu le point. Le gouvernement se satisfait non seulement de la rentrée, mais évidemment de la lutte au Cameroun contre cette pandémie-là. Et on a vu que le SDF, tout au moins à travers l'honorable Jean-Michel Nitieux, a tiré les oreilles au ministre Manaouda Manaoshi sur la gestion de cette pandémie. Vous en dites un mot? Écoutez, pourquoi pas. Je pense aujourd'hui
qu'il y a une sorte d'opacité sur la gestion des fonds Covid, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Mais je pense aussi, et c'était la position qu'on a eue dès le départ, que la priorité c'est de sauver des vies et de ne pas utiliser l'opportunité de ces probables malversations pour créer des situations où des vies peuvent être perdues. L'obligation du gouvernement c'est de sauver des vies. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je peux dire que au niveau de la gestion sanitaire de cette crise-là, au vu de ce qui se passe dans d'autres pays occidentaux, même d'autres pays en Afrique, je ne sais pas si je dois mettre ça du côté de la chance, parce que moi je pense que c'est vraiment une chance ou un hasard. Du fait qu'on n'a pas eu plus de cas et plus de morts. Malheureusement, j'ai eu des proches qui sont décédés du Covid, plusieurs d'ailleurs, et même dans le parti, nous avons eu plusieurs décès, et d'ailleurs, même le bâtonnier Sama qui malheureusement a perdu la vie, paix à son âme. Et donc je pense que d'un côté, au vu des pertes qu'on a eues même dans le parti, on devrait vraiment se focaliser sur le fait qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas plus de morts, et qu'on rappelle aux uns et aux autres que la pandémie n'est pas derrière nous, on est peut-être juste au début. Deuxièmement, on devrait dire au gouvernement qu'ils n'ont pas à se cogner la poitrine trop fort, parce que quand on voit ce qui se passe dans nos marchés, on a vu avec votre reportage dans les écoles, ce n'est pas le fait des mesures barrières qui sont appliquées approximativement qu'on n'a pas plus de cas, ça doit être autre chose qu'on n'arrive pas encore à définir. Mais finalement, le temps viendra, et c'est comme dans toute gestion, il y a une autopsie post-mortem, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'audit des comptes pendant qu'on est en autre terme, crise. vous dites à Jean-Michel Nitieux, arrose sur la polémique, c'est pas le moment. Non, je pense qu'il est dans son rôle, il est député de la nation, il est tout à fait dans son rôle, mais je dis en tant que parti politique, nous disons que la priorité c'est les vies humaines, ce n'est pas l'argent. Et une fois que la pandémie sera derrière nous, nous nous mettrons à table pour nous dire maintenant, avec l'argent du contribuable, qu'est-ce que vous avez fait? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais juste dire, en plus de cela, que ce qui nous concerne, c'est vraiment l'argent du contribuable, l'argent des Camerounais. Nous n'allons pas plus loin que cela. Donc, mais aujourd'hui, en tant que parti progressiste, social-démocrate, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y ait le moins de morts possible, c'est qu'il y ait le moins de contamination possible. Maintenant, si on est dans le cas de figure où on a 200 000 masques qui ont été achetés et qui pourrissent dans un conteneur, mais je sortirai avec mon fusil de chasse pour faire en sorte qu'on les distribue. Si on n'arrive plus, si on demande aux enfants d'aller à l'école sans mesures barrières, etc. Voilà. Donc, en tant qu'élu, maintenant, ma responsabilité, c'est de faire le tour des écoles et de m'assurer que ces mesures barrières sont respectées, parce que ce que je veux, c'est qu'aucun de ces enfants ne décède demain par le fait qu'il a essayé d'apprendre, par le fait qu'il est allé à l'école. Voilà, je pense que ce qui est important aujourd'hui, et le temps viendra pour le post-mortem. Mais ce n'est pas pour autant que je dis aux gens de se taire et de ne rien dire s'ils ont vu et s'ils ont des preuves qu'il y a eu des détournements déjà aujourd'hui. C'est pas là mon rôle. Mais je dis tout simplement qu'il y a un séquencement des choses qu'en tant que parti politique, nous respectons. Et maintenant, si vous êtes maire, si vous êtes député, si vous êtes citoyen, et vous pensez que vous êtes scandalisé par une situation financière dont vous avez la preuve, c'est votre droit le plus absolu. Et d'ailleurs, je félicite le fait que vous le portez sur la table. Mais il ne faut pas oublier le fait que le temps du post-mortem viendra, que le temps de l'autopsie viendra. Pour l'instant, nous sommes dans une phase où nous sauvons des vies. Et en tant que parti politique présent dans les institutions, je pense que nous avons apporté
toute notre contribution pour essayer de sauver des vies. Nous avons été présents à toutes les réunions de concertation avec le Premier ministre. Il y a plusieurs des décisions que nous avons proposées. Notre shadow cabinet en charge de la santé, les deux médecins dans ce shadow cabinet se sont réunis avec nous, nous ont donné des propositions. Il y a d'autres propositions que nous avons collectées venant d'ailleurs, que nous avons proposées au Premier ministre. Certaines d'entre elles ont été introduites dans les mesures prises par le Premier ministre et nous pensons que c'est cela notre rôle aujourd'hui. Sauver des vies et ensuite pour le reste on reviendra à la phase normale où le business as usual reviendra en place et on demandera des comptes s'il faut demander des comptes. D'accord. Politique intérieure à présent, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, vous le savez, le MRC depuis quelques semaines appelle les Camerounais à se mobiliser, d'abord pour la résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais aussi pour le changement du code électoral. Mais un appel qui est conditionné par le départ ou alors qui exige le départ du président Paul Biya. Le premier appel a eu lieu le 22 septembre dernier. On a pu voir toute la batterie de la police et la gendarmerie se mobiliser. Le deuxième appel, c'était le 6 octobre. Nos reporters sont allés dans certaines rues de Douala, notamment du côté de Ndokoti, où ça s'est passé le 22, pour voir si la mobilisation était identique, aussi bien du côté des manifestants que du côté des forces de l'ordre. Suivez plutôt. Quartier Madagascar, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Ce mardi 6 octobre, les habitants n'ont pas changé leurs habitudes. Ici au rond-point Dakar notamment, la circulation est fluide. Les conducteurs de mototaxis exercent leur activité comme à l'accoutumée. À quelques mètres de là, le dispositif sécuritaire est bien en place. Au marché Madagascar, l'ambiance est restée la même ce mardi 6 octobre. Dans la matinée, les boutiques sont restées ouvertes et à l'extérieur du marché, les commerçants continuent de vendre leurs marchandises à même le sol. Non loin de là se trouve le commissariat du 8e arrondissement. Là aussi, le dispositif sécuritaire est également visible. Sur la route qui mène au carrefour Ndokoti, les habitants continuent de vaquer à leurs occupations en cette matinée pluvieuse. Et au carrefour Ndokoti proprement dit, les populations sont confrontées au phénomène d'embouteillage devenu inévitable. Malgré les bruits assourdissants des klaxons, impossible de ne pas remarquer les forces de l'ordre également présentes en Ndokoti. À Douala, ce 6 octobre, le quotidien des habitants est resté le même. Je croyais que ma fille était la seule Camerounaise avec cela. Alors d'abord un commentaire sur cette séquence, sur le fait. Le 6, la population donne l'impression de n'avoir pas été, ou alors de ne pas répondre à cet appel de Maurice Kamto, de manifester ce nouvel appel. Vous dites que c'est un flop? Non, pas du tout. Je dis tout simplement que personnellement, en tant que premier vice-président du SDF, en tant que député de la Nation, en tant que Joshua aussi, citoyen, ça ne me concerne pas. Il y a un président d'un parti politique qui a appelé ses militants à sortir dans la rue, à manifester. S'ils ne sont pas sortis, je n'ai pas le droit de juger si c'est un flop ou c'est pas. Je suis mal placé pour essayer d'apporter un jugement ou d'essayer d'apprécier. Je ne sais pas s'il le faisait pour faire mobiliser les forces de maintien de l'ordre ou s'il le faisait véritablement pour faire sortir les gens. Vous savez, les gens ont la liberté d'avoir leur stratégie et de faire ce qu'ils veulent. En tout cas, en ce qui me concerne, le 6 octobre, j'ai vaqué à mes occupations parce que, je n'étais pas concerné, 2, je ne faisais pas partie de l'appel qui a été fait, et 3, je me sentais nullement, de près ou de loin,
comment dirais-je, interpellés, j'ai déjà dit concernés, interpellés par cet appel. Donc maintenant, si des gens veulent manifester, moi je suis un social-démocrate, je défendrai jusqu'à ma mort le droit de manifester, la liberté d'expression, etc. En autre terme, vous dites que la stratégie pour mobiliser n'est peut-être pas forcément la bonne, vous ne vous sentez pas concerné, vous ne vous sentez pas impliqué. Je ne peux pas entretenir ce débat parce que ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas mon parti politique auquel j'appartiens. Je ne peux pas prétendre aujourd'hui de donner des leçons à un autre parti politique ou de juger les positions d'un autre parti politique, comme j'attends d'ailleurs d'autres partis politiques de ne pas nous juger et de ne pas nous donner de leçons. Nous sommes des partis politiques, il y en a 300 et quelques, chacun joue sa partition. Pour l'instant, nous sommes le parti leader dans l'opposition. Ce n'est pas une position confortable. J'aimerais être au pouvoir. Nous n'y sommes pas encore. Vous savez qu'il y a un débat sur ce parti leader. C'est pas la... Il n'y a aucun débat. Nous avons 12 parlementaires et il n'y a aucun débat là-dessus. Vraiment, le b.a.-ba démocratique et institutionnel veut que le parti avec le plus de parlementaires... et que dites-vous de ces autres partis qui se déclarent leaders également? Ben, ils peuvent se déclarer leaders. MRC, par exemple, sur la base de la deuxième place à la présidentielle. Il n'y a aucun leadership en deuxième place. Quand vous êtes deuxième, vous suivez, vous n'êtes pas leader. Donc, je dis tout simplement que pour être leader, il faut être le premier dans quelque chose. Et c'est le b.a.-ba démocratique dans le monde entier, avec 12 parlementaires, malheureusement, parce que ce n'est pas une place enviable, je le déplore d'ailleurs, mais nous avons 12, donc nous sommes le parti leader de l'opposition aujourd'hui, et nous avons notre agenda, et nous ne pouvons pas nous permettre de critiquer ou de porter un jugement sur un autre parti d'opposition, quel qu'il soit, dans les 300 partis politiques, tant que la position qu'il prend ne nuit pas à notre position à nous ou à notre stratégie à nous. Nous voulons le changement dans ce pays. Et si d'autres partis politiques complémentent un peu notre position ou vont dans le même sens d'une façon ou d'une autre, nous disons que c'est une bonne chose. Et ça ne nous oblige pas de soit se mettre au bord de la rue et applaudir, ou alors de devenir des suiveurs plutôt que de rester des leaders. Justement, en tant que parti, en tant que la position de votre parti, que vous semblez rappeler ici... je ne semble pas, j'ai l'obligation de rappeler. Toute aise, ben, je vais dire qu'il y a comme une dissonance, parce que pendant que vous le dites, une fois, deux fois, on en parlait tout à l'heure, Jean-Michel Nitieux opère également des sorties qui donnent l'impression que la position du député, vous semblez tout à l'heure dire qu'il parlait sous le cap de son statut d'élu. C'était sur un tout autre sujet. La position du député donne l'impression d'être en contradiction avec celle du parti. Pas du tout. Des exemples. Pas du tout. Sur, par exemple, les inscriptions sur les listes électorales, vous appeliez clairement, il y a quelques semaines encore, à s'inscrire sur les listes. Ouais, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, Jean-Michel Nitieux estime que les élections, ça ne sert plus à rien. Une position qui semble ressembler à celle... Et c'est là que je fais le procès du quatrième pouvoir. C'est là où je fais le procès des journalistes comme vous. Parce que quand vous préparez vos émissions, préparez-les sereinement pour ne pas faire partie du débat, mais plutôt orienter ou plutôt entretenir le débat. Jean-Michel Nitieux a dit, si je me souviens bien, parce que je ne veux pas... il a dit, et d'ailleurs beaucoup de personnes dans le SDF ont dit que les élections régionales ne nous concernent pas, dans l'état actuel des choses. Je pense que c'est la position qui est la mienne, parce que c'est la position de mon parti. On a décidé de ne pas présenter de liste au régional. C'est la position qui est la mienne parce que c'est la position de mon parti. Donc il n'y a aucune dissonance. Cela n'a rien à voir avec les inscriptions sur les listes électorales qui ont pris fin le 31 août. Entre le début de notre exercice à Douala 1er et le 31 août, nous avons inscrit de milliers de jeunes Camerounais qui, parce que l'activité avait complètement dévié, l'activité politique, ne se rendaient même pas compte qu'on fermait les listes électorales le 31 août. Et nous leur avons rappelé que s'il y a une élection présidentielle dans une semaine, dans 5 semaines, etc., ça serait bien qu'ils s'inscrivent. Et donc les deux n'ont rien à voir, parce que l'élection
régionale. Parce qu'on est dans le jeu du rappel-mémoire. L'élection régionale, c'est une élection à collège électoral, c'est-à-dire ce sont des conseillers municipaux qui sont déjà sur place, Absolument. qui vont voter. Élection et là, directe. nous demandons aux jeunes Camerounais qui ont atteint 20 ans au 1er janvier et tous ceux qui vaquaient d'autres occupations pendant qu'on s'inscrivait, on leur rappelait qu'il fallait absolument qu'ils aillent s'inscrire. Puisqu'on est dans le jeu du rappel-mémoire, justement, on parlait de Jean-Michel Nitcheux qui, lui, est allé un peu plus loin, évidemment. Il a dit que certes, ces élections ne concernaient pas le SDF, mais qu'il n'y aurait pas une position qui est peu proche, qui semble plus proche du MRC, qui ne participerait pas aux élections tant que le système électoral n'est pas revu. Mais écoutez, l'une des solutions proposées. J'aimerais juste vous rappeler une chose très simple. Et vraiment, à ce titre-là, j'aimerais aussi un tout petit peu de respect pour vos invités. Vous ne pouvez pas venir me demander de commenter les commentaires de mes subalternes. Non du tout. Donc, vous ne pouvez pas venir, je vous donne la position autorisée du parti. D'accord. Et la position autorisée du parti, c'est que nous n'allons pas aux élections régionales. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, nous n'avons pas présenté de liste. OK ? Voilà notre position. Nous ne sommes pas dans une logique de va-t-en-guerre. Nous ne sommes pas dans une logique... J'accepte donc ce recadrage et je poursuis. Donc la question serait, lorsque dans votre parti, un subalterne prend donc ou donne l'impression d'avoir... C'est son droit le plus absolu. Nous sommes dans un parti où les courants sont permis, où nous ne fermons la bouche à personne. Donc si quelqu'un a un peu de moyens de faire porter sa parole plus que d'autres qui n'ont pas de moyens, c'est même une très bonne chose de démontrer au monde entier que chacun a sa vision de comment le monde devrait être. Donc en d'autres termes, Jean-Michel Nitcheux doit s'aligner sur la position du parti. Non, ce n'est pas qu'il doit s'aligner, c'est que la position du parti est claire. Maintenant, vous pouvez être en désaccord avec la position du parti, c'est votre droit le plus absolu. Ce n'est pas pour autant qu'on va vous taper dessus, mais il y a une position du parti, il y a une position d'individu. Et des fois, quand la position du parti va à l'encontre des valeurs même que l'individu défend, la personne a la liberté de pouvoir démissionner ou faire autre chose. Mais ou alors se voir frapper par le 8-2. Le 8-2 veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pris des positions qui vont à l'encontre des intérêts du parti. Ça ne veut pas dire que vous avez fait usage de votre liberté d'expression, ou ça ne veut pas dire que vous avez eu toute décision au sein du Social Democratic Front SDF se fait de façon démocratique. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et je me battrai jusqu'à ma mort pour que ça reste ainsi. Donc nous ne sommes pas ici en train de débattre de ce que... vous parlez d'un militant, il y en a des milliers. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas, justement, est-ce que ça ne vous gêne pas qu'une fois que le parti a pris une position, qu'un militant, de surcroît un élu, prenne tout au moins dans le discours et le manifeste assez clairement une position qui n'épouse pas forcément celle qui a été décidée par le parti? Est-ce que ce qu'il a dit va à l'encontre de la position du parti? Non, il veut aller un peu plus loin. Mais c'est son droit le plus absolu. Mais le parti ne va pas le suivre, c'est lui qui doit suivre le parti. Donc il essaye d'orienter le parti un peu plus loin. Mais le parti ne peut pas suivre un individu, c'est l'individu qui doit suivre le parti. C'est tout. Nous n'allons pas aux élections régionales, point. Maintenant, si vous pensez... Vous savez, on est allé aux élections en février 2020, législatives et municipales. Il y a des centaines de militants qui ont présenté leur candidature, qui ont épousé le fait qu'il fallait être présent dans les institutions, y compris le président régional du littoral, Jean-Michel Nitcheux, l'honorable Jean-Michel Nitcheux, qui ont été des candidats à ces élections-là, donc qui ont accepté la position du parti, et qui d'ailleurs, nous sommes tous encore députés aujourd'hui, il y en a qui sont conseillers municipaux, etc. Mais maintenant, il ne faut pas travestir les positions des uns et des autres pour essayer de montrer à l'opinion qu'il y a des dissonances ou qu'il y a un conflit. Il n'y a aucun conflit aujourd'hui entre Jean-Michel Nitcheux, notre président régional, député de Vouri-Est, et le SDF. Il y a encore moins un conflit entre Jean-Michel Nitcheux et Joshua aussi. Il n'y en a pas. Donc, on est d'accord d'être en désaccord sur certains points, mais on est d'accord sur un principe fondamental, et c'est ce principe fondamental qui fait de nous
des militants du SDF, c'est qu'on est social-démocrate et qu'on est démocrate. Et pour une démocratie, il faut des démocrates. Et pour être démocrate, il faut être d'accord, de ne pas être d'accord sur tout. Nous ne faisons pas du suivisme, nous ne faisons pas de l'autre dit ceci et je fais cela. Non, nous sommes dans un débat pluriel. Il y a des gens qui pensent qu'on doit aller à gauche, d'autres qui pensent qu'on doit aller à droite. L'essentiel, c'est que la destination est la même. Okay? Et donc, chacun prend sa route pour y arriver. Malheureusement, les uns sont dans la voiture institutionnelle du parti et les autres essayent d'être à bord de cette voiture. Mais pour monter à bord du wagon, pour monter à bord de la voiture, il faut être aligné avec le parti, c'est tout. D'accord. L'autre question que Jean-Michel Nitu a soulevée ces dernières semaines concerne évidemment Maurice Kamto et son parti, qui pour l'instant est, je veux dire que le statut juridique est difficile d'être dit publiquement, mais qui est, qui est chez lui, avec les forces de l'ordre tout autour. Maurice Kamto estime qu'il est interdit de sortir, qu'il est en résidence surveillée. Jean-Michel Nitu appelle à la levée tout au moins de ce dispositif sécuritaire, à la libération de tous ceux qui ont été arrêtés jusqu'à présent. Un discours qu'on n'a pas officiellement entendu du SDF jusqu'à présent. Mais écoutez, Jean-Michel Nitu ne parle pas au nom du SDF. Non, justement, je dis c'est exprimé. Si c'est lui, si vous voulez savoir ce qu'il dit, c'est lui qu'il fallait inviter. Un discours. Maintenant, si vous m'invitez... Un discours qu'on n'a pas entendu. Un discours qu'on n'a pas entendu. Vous ne pouvez pas obliger une organisation de dire quelque chose. Le SDF n'est-il pas sensible à ce qui se passe Vous ne pouvez pas catégoriser tous les Camerounais parce qu'un Camerounais a fait quelque chose. Le SDF n'est-il pas sensible à ce qui se passe avec certains militants et cadres nous sommes sensibles à tout ce qui se passe à tous les niveaux du Cameroun. Pas que dans des partis politiques, pas qu'au niveau du MRC. J'aimerais vous dire 2 choses, ou 3. La première, c'est que la situation actuelle du président national du MRC découle d'une position que le MRC et son président national ont pris. Nous sommes fondamentalement contre le fait que les libertés individuelles et collectives soient, comment dirais-je, comprimées, que ces gens ne peuvent pas exprimer librement ce qu'ils veulent. Nous sommes fondamentalement contre le fait que les manifestations publiques soient réprimées de la sorte. Et je pense que s'il y a un parti politique qui peut en parler, c'est nous. Et je pense que c'est ce que Jean-Michel Nitu essayait de dire aux gens. Peut-être il l'a dit et vous l'avez récupéré parce que vous voulez absolument faire de lui un ambassadeur de M. Kamto, parce que vous n'en trouvez pas à son niveau au sein du MRC. Je pense que c'est peut-être un peu ça et je m'en réjouis que vous venez au SDF pour trouver ce relais. Mais fondamentalement, je dis que nous sommes un parti social-démocrate et progressiste et ça veut dire que nous sommes un parti républicain. Ça veut dire que nous pouvons prendre la rue demain. Nous pouvons manifester. Mais nous allons toujours manifester pour des valeurs et des principes. Nous n'allons jamais manifester pour ou contre un individu. Jamais. Et nous ne l'avons jamais fait. Et donc, quand vous décidez de tourner quelque chose de noble, quelque chose d'important pour le peuple camerounais. C'est-à-dire qu'un combat dans lequel le SDF est depuis 30 ans. Je vous rappelle que si aujourd'hui on a un code électoral, c'est grâce au SDF. Si aujourd'hui les Camerounais peuvent aller voter comme ils le votent, ce n'est pas encore où nous le voulons, c'est grâce au SDF. Il faut le dire. Mais maintenant, vous décidez de prendre le combat en route. Et ça s'est vu exactement en Afrique du Sud, avec Boutelesi et l'ANC. L'ANC s'est battu pendant 85 ans et à la fin du combat, Boutelesi a voulu prendre les devants pour mettre l'ANC de côté. On a vu le résultat et je suis confiant que ceux qui savent qu'il y a une sorte de legs du combat politique au Cameroun respecteront à jamais le travail qui a été effectué par l'UPC, il faut le dire, et par le SDF. Et nous avons, et c'est parce que ces 2 partis fondamentaux, ces 2 partis ont un legs historique et politique dans ce pays qui devra être respecté tôt ou tard. Et donc nous ne pouvons pas
nous associer à un combat qui s'apparente à un combat de personnes, quand depuis 30 ans nous sommes dans un combat d'idées. Voilà ce que nous disons. Et donc, quand le MRC, comme le président national du SDF l'a si bien dit, quand le MRC nous appelle pour venir les suivre dans une logique dans laquelle nous n'avons pas pu apporter notre part de stratégie ou notre part de contribution pour cette construction, nous ne nous sentons pas concernés. Et c'est la réponse que le président national a donnée. On a félicité, dans cette réponse, on a félicité le président national du fait que finalement, il se trouve plus ou moins là où nous on était en 1990 et maintenant on attend de voir comment on peut cheminer ensemble. Mais vous savez, vous ne pouvez pas, et ça n'a jamais existé, jamais, un pays où l'opposition ou un parti d'opposition quelconque a fait tomber, chuter un régime, une dictature pour remplacer cette dictature-là par la rue. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire que prenez tous les exemples, que ce soit le Burkina, le Sénégal, le Mali, la Tunisie, l'Égypte, j'en passe. Ça ne se passe pas comme ça. Donc nous n'allons pas demander à nos militants d'aller dans la rue pour faire tomber un régime, pour que le régime bis vienne prendre la place, parce que nous avons été créés pour lutter contre le jacobinisme. Donc vous dites que le MRC qui demande à faire partie de BIA serait le régime bis? Non, il n'y a aucun moyen de partir de la rue au palais de l'unité. Donc même si demain, on bloque tout le Cameroun et BIA tombe, on ne va pas abandonner le palais de l'unité pour dire ceux qui sont dans la rue, venez. Même si ça arrive, ce n'est pas ceux qui sont devant qui vont arriver, ce sont des militaires qui vont prendre. Donc nous ne sommes pas dans cette logique-là, parce que ce que j'essaie de dire, et c'est la chose la plus importante, nous voulons changer le système. Nous ne voulons pas partir d'un régime jacobiniste à un autre régime jacobiniste. Nous pensons que le Cameroun mérite au minimum un système fédéral pour que le pouvoir revienne au peuple. Est-ce que ce n'est pas ces positions-là qui font penser à certains que le SDF, qui était un parti frondeur à l'époque, désormais dans les institutions, est quand même un parti qui n'a plus la même verve, Nous sommes toujours frondeurs, mais nous sommes des frondeurs intelligents. Nous sommes des frondeurs qui savons où nous allons. Nous ne sommes pas là, je vous le répète. Je ne suis pas là pour faire tomber M. Biya pour que Biya bis devienne président et que pourquoi 30 années plus tard, nous avons pire que M. Biya au légal de M. Biya au pouvoir parce qu'il était plus jeune. Donc nous voulons libérer ce pays. Nous voulons un nouveau système. Nous ne voulons pas tout simplement changer d'individu. Nous voulons que les enfants de ce pays se reconnaissent dans ce pays demain. Et que ce pays nous appartient à tous et que ça devienne demain une réalité. Donc, ces histoires d'essayer de se battre contre un individu, ce n'est pas dans notre ADN. Notre ADN, c'est pour redonner le Cameroun au peuple camerounais. Merci infiniment, Joshua aussi. Ringano me fait le grand signe pour dire qu'on arrive au terme de cette émission. Merci infiniment. On aurait pu parler d'autres choses. On sait qu'on pourra vous avoir... Ce n'est que partie remise. À nouveau. Merci d'être venu ce dimanche. Commenter l'actualité de la semaine, riche et intense, tel qu'on l'a pu, je l'espère, le voir ce soir. Bon dimanche, bon début de semaine et à dimanche prochain dans Face à l'actu.